Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Il est 8h19, l'actu du jour. Sachez que demain, 22 janvier, à 18h30, à la Cité de la Gastronomie à Dijon, il y aura une conférence avec Benjamin Novak qui viendra présenter son ouvrage « Pourquoi les bananes n'ont-elles pas de pépins ?» Donc, cette soirée sera l'occasion d'en apprendre un peu plus à propos de la domestication de nos fruits et légumes. Benjamin Novak, bonjour. 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 Je ne vais pas vous poser la question tout de suite. Pourquoi les bananes n'ont-elles pas de pépins ? Alors, on peut y aller tout de suite. Alors, c'est tout simplement ce qu'on va appeler un événement de triploïdisation. Alors, c'est un peu compliqué, mais il faut savoir que les bananes sauvages, elles, ont bien des pépins. D'accord. Et c'est en fait, lors de la reproduction sexuelle des bananes, il y a un moment donné, la séparation du matériel génétique s'est passée du côté du père et du côté de la mère. Et donc, ils sont arrivés avec 2 exemplaires. Alors d'un autre côté, on a bien la séparation qui s'est faite, on n'avait qu'un exemplaire du code génétique. Donc ce qui fait qu'au final, on a 3 exemplaires du code génétique chez nos bananes cultivées, et ce qui les rend stériles. Donc elles peuvent bien produire des fruits. Par contre, ces fruits ne peuvent pas se donner des graines et donc se reproduire par la suite. Oh là là, c'est triste, on vient d'apprendre que la banane est stérile. Oh là là, mon Dieu. Mais alors pourquoi l'idée de ce livre, Benjamin ? Alors l'idée vient surtout du fait que quand on regarde dans la nature, on a environ 400 000 espèces d'espèces végétales. Et par contre, on en a seulement, disons, une centaine qui sont vraiment cultivées sur des grandes échelles. Et encore plus particulièrement, on a vraiment 4 espèces, le blé, le maïs, le riz et le soja, qui occupent plus de la moitié de nos terres arables, donc si on enlève les prairies à côté. Donc ça fait qu'on a vraiment concentré nos efforts sur un très petit nombre d'espèces tout au long de l'histoire de l'agriculture. Et donc l'idée du livre, comme ça en 3 chapitres un peu différents, c'est de remonter un peu l'histoire et de voir pourquoi on en est arrivé à cette telle concentration. Et ça a beaucoup bougé sur les siècles, ça a voyagé, ça a augmenté, et l'homme a beaucoup modifié. Oui, bien sûr, notamment parce que l'un des critères de nos plantes cultivées, c'est qu'elles vont perdre leur mécanisme de dispersion des graines, tout simplement pour qu'on puisse les récolter à la fin, quand on va aller dans le champ pour pouvoir récupérer notre récolte. Et donc, c'est vraiment l'homme, après, derrière, qui est le moteur de la dispersion des graines. Donc, d'abord sur des petites échelles, sur les premières populations humaines. Et après, on a par exemple eu la colonisation qui a fait qu'on a des espèces qui ont carrément changé de continent derrière. Pour pas mal d'espèces végétales. Pardon, allez-y. Oui, quelle est la graine la plus emblématique, qui a le plus bougé, qui a plus voyagé ? Évolué ? La graine qui a le plus bougé, je sais pas, il y en a beaucoup qui ont bougé, mais il y a des espèces, par exemple, c'est intéressant parce qu'ils ont fait le chemin inverse, comme le café et le cacao, qui ont complètement changé de continent entre leur foyer de domestication, là où l'agriculture a commencé, et leur foyer de production actuel. Par exemple, le café était originaire d'Éthiopie à l'origine, donc en Afrique, et aujourd'hui, le premier producteur mondial est de loin est le Brésil, donc plutôt en Amérique du Sud. Alors qu'à l'inverse, la sève de cacao est originaire de la forêt amazonienne à l'origine, et après, maintenant, elle est principalement cultivée dans l'ouest de l'Afrique. Ah oui. Donc, vous voyez ces inversions entre le foyer de domestication et là où est-ce qu'on les produit majoritairement maintenant. Et ça s'explique comment ? Par les gens qui ont modifié, qui ont eu envie d'autre chose ? Alors pour ces cultures-là, il y a quand même un gros moteur qui a été la colonisation, qu'on appelle parfois le plantationocène, parce que ça a été le moment où les grandes puissances coloniales ont eu accès à d'immenses territoires. Et on a eu aussi les populations européennes qui ont commencé à avoir de l'attrait pour le chocolat, pour le café. Donc on a cherché à exploiter au maximum les terrains qui ont été récupérés sur des grandes plantations comme ça. Alors vous serez à Dijon demain. Un peu cet héritage. Oui. Vous serez à Dijon demain, excusez-moi, et vous consacrez un chapitre justement à la moutarde, pourquoi elle pique. Est-ce que vous pouvez nous dire très vite ce qui fait mentir le proverbe « il n'est moutarde qu'à Dijon » ? Oui, alors pourquoi est-ce qu'elle pique ? C'est tout simplement parce qu'elle a gardé ses mécanismes de défense naturelle. En fait, cette petite odeur, cette petite amertume qu'on a dedans, c'était une façon de repousser un peu les herbivores qui commencent à manger la graine. En fait, on a une enzyme et une molécule qui sont séparées dans la cellule. Et quand on commence à manger la cellule, les deux vont se mélanger et vont faire des composés soufrés, comme ça, qui peuvent repousser un peu les agresseurs.
Ok, Merci Benjamin Novak, on aurait pu vous garder 1 heure, tellement c'est intéressant. Donc c'est demain à 18h30 à la Cité gastronomique de Dijon. Donc à 18h30, c'est gratuit, vous pouvez y aller sans problème. Avec plaisir. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.